Donc je crois qu'on va pouvoir démarrer. Donc c'est à moi qu'il revient d'ouvrir cette première table ronde. Alors, je dois ma présence ici certainement à mon attachement pour la médiation de l'art contemporain, mais aussi notamment aux artothèques, puisque c'est la découverte de l'artothèque de Katabiassine à Grenoble qui explique, qui est la raison de mon métier de bibliothécaire, on va dire. Alors pourquoi parler des artothèques aujourd'hui ? On a en effet une véritable actualité sur les artothèques et avant tout celle du rapport Voyage au pays des bibliothèques que Yves a mentionné tout à l'heure. Pour être précis, je tiens à vous faire part, si vous ne l'avez lu, des 2 passages qui parlent des artothèques, ce qui est chose suffisamment rare pour qu'on la note avec une grande attention aujourd'hui. Donc dans un paragraphe qui est intitulé « Les bibliothèques passeurs de culture », Monsieur Orsena rappelle que les bibliothèques sont des lieux beaucoup plus facilement fréquentés que les musées et les salles de spectacle. Je vous lis ce paragraphe. On en pousse souvent plus facilement les portes. Pardon. Elles peuvent donc se faire passeurs vers d'autres offres culturelles. Les initiatives en ce sens se multiplient. Partenariats avec les conservatoires, les musées, mais aussi avec les librairies, les lieux de pratiques amateurs. Elles se font tête de réseaux culturels sur un bassin territorial. Peu à peu se cassent enfin les murs entre le patrimoine et la création et ce qu'on appelle, non sans un peu de mépris parfois, les pratiques culturelles. Parmi tant d'autres, 2 dispositifs ont retenu notre attention et dans ces 2 dispositifs, l'un est celui des artothèques, justement. Le deuxième, ce sont les microfolies et on n'en parlera pas aujourd'hui. Sur les artothèques, le rapport fait quelques rappels liés à l'histoire de ce qu'est une artothèque. Il en donne le principe qui est de donner la possibilité d'emprunter des œuvres d'art visuelles, le plus souvent des multiples. Et puis, un paragraphe sur les enjeux des artothèques. L'intérêt du dispositif est multiple. Soutien à la création par l'acquisition d'œuvres, souvent des multiples, familiarisation des usagers avec les arts visuels. Souvent perçus comme lointains et inquiétants, sur les 6 messes des musées et des galeries d'art, les arts visuels, par la circulation que leur permet le prêt, deviennent plus familiers et permettent aux artistes d'entrer en contact avec de nouveaux publics. L'implantation dans des bibliothèques ou médiathèques demeure très faible aujourd'hui. Environ 20 médiathèques ont un espace artothèque sur une petite centaine d'artothèques ouvertes en France. C'est cependant une piste prometteuse. L'introduction d'œuvres visuelles dans les collections des bibliothèques permet de nouveaux éclairages sur les collections de livres d'art ou sur l'art. Le prêt d'une œuvre pouvant tout à fait s'accompagner de lectures liées à l'histoire de l'art. Une formation à la médiation des agents des bibliothèques est pour cela nécessaire. Selon nos informations, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, je crois que c'est nous, l'ENSIB, ici, est prête à se lancer dans l'aventure. Donc en effet, le rapport a eu de bons informateurs, visiblement. Et c'est le deuxième point de l'actualité que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est que pour la première fois, un stage sur les artothèques a été inscrit dans le catalogue de formation tout au long de la vie de l'ENSIB. Alors, le deuxième paragraphe qui mentionne les artothèques dans le rapport Orsena, c'est à la fin, il est fait mention des artothèques au sujet de la proposition numéro 11, puisque le rapport fait un certain nombre de préconisations, de propositions. Et la proposition 11 cherche à renforcer le rôle des bibliothèques dans l'accès à toutes les pratiques culturelles. Le rapport rappelle que les bibliothèques ne peuvent pas agir seules et qu'elles doivent chercher à s'intégrer dans le réseau de la politique culturelle par notamment dépôt d'œuvres des FRAC, développement des artothèques, conventions avec théâtres et salles de spectacle pour présenter la programmation, etc. Un dernier paragraphe que je vous lis, qui clôt cette proposition numéro 11. Il est important aussi qu'une approche de l'ensemble des pratiques artistiques et culturelles puisse être proposée aux visiteurs. Les artothèques, nous l'avons dit, nous semblent un très bon outil pour la familiarisation avec les œuvres d'art visuel. Gageons que le fait de pouvoir avoir une œuvre chez soi conduira de nombreux usagers des bibliothèques dans les musées, les centres d'art contemporain et les galeries. Pour cela, il faut relancer ce dispositif.
l'État peut jouer un rôle en développant par exemple des commandes publiques autour de la photographie, de la sérigraphie et de l'estampe qui pourraient être mises en dépôt, voire cédées aux collectivités locales qui ouvriraient des artothèques. Donc on a ici une proposition dont on peut se réjouir et qui rappelle probablement la création des artothèques au début des années 80. Mais je pense qu'on en reparlera au cours de cette table ronde. Un dernier point que je voulais mentionner aussi sur l'actualité des artothèques, c'est le rapport qui a été commandé par le ministère de la Culture à Annie Chèvrefils de Biol, inspectrice de la création artistique, et qui a été publié en décembre 2016. Ce rapport est à l'origine du stage qui aura lieu à l'ENSIB justement en novembre 2018. Ce rapport a comme titre « Étude l'artothèque comme média », une expérience originale de démocratisation de l'art dans un écosystème de recomposition. Alors, l'artothèque comme média. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est bien celui de la médiation. Médiation de l'art contemporain et donc de supports qui ne sont pas nécessairement ceux du livre. À ce titre, l'artothèque tient un rôle particulier puisque dans ses missions, telles que le ministère les avait définies au début des années 80, au moment du mouvement d'ouverture des artothèques subventionnés par le ministère. Donc dans ces missions sont inscrits à la fois le soutien à la création, donc la volonté de constituer un patrimoine, mais aussi la diffusion de la création et la transmission de l'art. Donc la volonté quelque part de constituer le public de demain. Donc, les collections des artothèques sont par essence dédiées à la médiation, c'est-à-dire à cette rencontre entre l'œuvre et un public. Ce qui implique d'accepter évidemment l'usure, en tout cas une prise de risque qui est liée au déplacement des œuvres. Et puis, ça pose un certain nombre de questions qui vont être fil conducteur de notre table ronde. Donc, comment penser le contact à l'œuvre d'art? Comment favoriser ce lien entre l'œuvre et son public? Quelles réponses spécifiques peuvent apporter d'une part les bibliothèques, d'autre part les artothèques, parfois l'une est dans l'autre, mais pas nécessairement. Et quels sont les éléments d'une médiation réussie? Donc c'est avec toutes ces questions que je me tourne vers nos trois intervenantes. Je vais vous donner successivement la parole pour présenter le fruit de vos expériences et nous réserverons, après vos prises de parole, un temps important, que j'espère important, aux échanges, à la fois pour recueillir vos questions publiques et aussi pour interagir entre vous intervenantes. Donc pour commencer, Claire Tangy, vous êtes donc responsable de l'artothèque de Caen, qui est une des artothèques importantes en France, à la fois par son fonds et par les actions que vous menez. Mais vous avez été aussi fondatrice de l'ADRA, Association de développement et de recherche sur les artothèques en 1999. Et enfin, vous êtes aussi coordinatrice de notre futur stage à l'ENSIB. Je vous laisse entrer en plus avant dans le vif du sujet. Bonjour à tous, merci Christelle et merci à l'ENSIB pour cette invitation. Donc effectivement, je suis directrice de l'artothèque Espace d'art contemporain à Caen depuis longtemps, puisque ça fait une trentaine d'années maintenant. Alors, il se trouve que cette artothèque n'est pas dans une bibliothèque ni dans une médiathèque, c'est une structure qui est une structure indépendante, qui est un centre d'art en fait, donc une structure identifiée comme un lieu d'art contemporain plus que comme un lieu de prêt. Mais pour moi, les deux sont intimement mêlés, puisque bien sûr, un seul et unique service de prêt peut-être serait peu attractif pour le public. Donc l'artothèque a basé son projet artistique et culturel sur un ensemble d'actions qui toutes concourent au même but, à savoir ceux que vient d'énoncer Christelle Petit, le soutien à la création, bien sûr, qui se manifeste de plusieurs façons, bien sûr par l'acquisition d'œuvres d'art, ce qui est le moyen peut-être le plus emblématique de soutenir le produit de la création, si je puis dire, mais aussi par la production d'œuvres dans le cadre d'expositions, par l'accueil en résidence d'artistes et puis par
la production et édition d'œuvres multiples. Alors oui, je me suis un peu interrompue parce que je suis en train de regarder, est-ce qu'on pourrait lancer peut-être, pendant que je parle, le diaporama. Donc en fait, il va passer en boucle et puis voilà, c'est juste pour illustrer mon propos en même temps que je parle. Voilà, donc ça, c'est le premier objectif, bien sûr, d'une artothèque. Le premier, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre les différents objectifs, hein. Donc le soutien à la création, la diffusion, on comprend bien sûr qu'elle elle est comprise dans le système lui-même. Alors pour vous donner une idée, je vais vous donner quelques chiffres, non pas par amour des chiffres, mais simplement pour que vous ayez la conscience de ce que cela peut représenter. À Caen, nous avons maintenant une collection qui compte 2600 œuvres, donc collection qui a commencé d'être constituée en 1986, donc avec des achats réguliers chaque année. On en est donc à 2600 œuvres. À l'Artothèque, si vous y allez aujourd'hui, ce qui ne va pas être le cas, mais vous ne verrez que 4 à 500 œuvres. C'est-à-dire que les 2200 autres sont actuellement empruntées, qu'elles sont installées soit dans des maisons, des appartements, enfin des lieux intimes, ou dans des lieux de travail, entreprises, administrations, associations, etc., ou dans des lieux d'éducation, de la maternelle à l'université, enfin dans tout type de lieux où vivent et travaillent des individus. Donc ça c'est pour la diffusion. Et donc cette répartition des œuvres sur le territoire, au-delà de Caen d'ailleurs, puisque ça touche toute la Normandie, on évalue donc la population concernée par la présence d'œuvres d'art à environ 20 000 personnes. Donc vous voyez que c'est assez important et que cette question de la diffusion, elle est traitée de façon assez importante à Caen, mais en général dans les artothèques. Voilà, donc la troisième mission qu'a évoquée Christelle, c'est la question de la sensibilisation des publics. Et donc c'est la question sur laquelle peut-être je vais m'attarder un petit peu plus, puisque c'est le thème de cette table ronde. Donc, comme vous l'avez dit également, Christelle, la médiation, elle fait partie intégrante du projet. Elle est même le système lui-même, puisque là, c'est l'œuvre qui va être le média en quelque sorte. L'individu va se retrouver face à une œuvre qu'il aura lui-même choisie. Alors ça, c'est aussi très très important, la question du rôle extrêmement actif des emprunteurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le même cas de figure que le visiteur d'exposition, par exemple, ou le visiteur de musée. On est dans le cas de figure où un individu décide qu'il va s'abonner dans une artothèque, qu'il va donc venir tous les 2 mois à l'Artothèque, choisir une œuvre. Donc vous voyez, je le disais à l'instant, en général, il y a 4 à 500 œuvres présentes au moment de sa venue. Donc c'est-à-dire que pour choisir 2 œuvres, il va falloir qu'il soit un peu actif, en effet, qu'il mette en œuvre des critères qui vont l'aider à choisir. Et puis ensuite, il va prendre en charge cette œuvre. La prendre en charge, ça veut dire... l'emballer, ça en général c'est nous qui le faisons, mais ensuite la transporter, arriver chez lui trouver une place et l'installer quelque part dans sa maison ou dans son bureau ou à l'école et vivre avec. Et tout ça, ça s'appelle faire l'expérience de l'œuvre. Et de l'autre côté, on peut dire que c'est offrir à l'œuvre l'opportunité de faire son travail d'œuvre, c'est-à-dire d'œuvrer. Et ce qui va se passer pendant 2 mois, alors tout ça c'est très simple en fait, hein. C'est d'une simplicité extrême, hein. C'est vraiment laisser l'œuvre vivre,
être activée par le regard d'individus dans des situations extrêmement variées. Donc le ressort sur lequel repose cette médiation, c'est vraiment l'appropriation intime. Et j'en veux pour preuve le fait que lorsqu'un des emprunteurs viennent à l'Artothèque et qu'ils ont l'occasion de revoir une œuvre avec laquelle ils ont vécu déjà pendant 2 mois, donc qu'ils ont emprunté il y a quelque temps, et ça, quelles que soient les artothèques, et je pense que mes collègues de l'Artothèque de Lyon qui sont là diront la même chose, les gens, quand ils retrouvent une œuvre avec laquelle ils ont vécu, disent « Ah, la nôtre ». Voilà, donc il y a par le langage, cette manifestation d'un sentiment de distinction de cette œuvre-là, donc elle est appropriée, c'est notre œuvre. C'est notre œuvre, ça ne veut pas dire que c'est la nôtre juridiquement parlant, mais c'est la nôtre parce qu'on a eu un vécu avec cette œuvre-là, qu'on a pu, pendant 2 mois, vivre une expérience avec elle, s'apercevoir que peut-être au début on l'avait mise dans le salon, et puis que finalement elle n'était pas très très bien là, et puis que quand on a essayé de la mettre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, dans la chambre, et bien c'était peut-être mieux pour cette œuvre-là, et puis que durant les 2 mois qui se sont déroulés avec l'œuvre, on a reçu les 2 schmolls, et que les 2 schmolls ont dit tiens mais c'est drôle ton œuvre là, tu l'avais pas, qu'est-ce que c'est, etc. Et qu'on a été amené à préciser son choix, à parler de l'œuvre, à s'arrêter dessus. Il y a eu des moments de vie, donc des moments extrêmement variés, des moments où on ne regarde pas particulièrement l'œuvre, des moments où on est dans une attitude plus contemplative, des moments où on est dans une attitude de discussion avec d'autres personnes. Et tout ça, c'est ce qui va constituer cette expérience de l'œuvre. Alors bien sûr, quand l'œuvre s'en va, quand elle quitte l'Artothèque, nous, on offre toutes les ressources possibles à l'emprunteur, à savoir qu'on lui donne une notice sur l'œuvre, on lui propose d'emprunter de la documentation, etc. Évidemment, sans aucune obligation. Il y a des gens qui préfèrent en rester à la relation sensible à l'œuvre, et puis d'autres qui ont envie d'avoir une relation plus intellectualisée, dans laquelle ils vont avoir une recherche de documentation, etc. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que lorsqu'on regarde l'historique des emprunts, on s'aperçoit que les mêmes personnes qui vous ont dit au début je vais choisir, mais j'y connais rien, je sais pas, je sais pas très bien, je vais choisir, en fait, ça va être un coup de cœur. Voilà, on s'aperçoit que, alors là encore, je donne un exemple, mais on pourrait en donner beaucoup d'autres, un tel a emprunté finalement, tout en nous disant ça, des œuvres de Pincemin, puis de Buraglio, puis de Viala. Voilà. Et à un moment donné, c'est à nous d'être extrêmement attentifs au parcours de chacun des emprunteurs, et peut-être de dire à cette personne, mais vous savez, il se trouve que votre sensibilité vous a amené à faire des choix extrêmement cohérents, et vous avez emprunté des œuvres d'artistes qui appartenaient tous à un mouvement qui a été fondé dans les années 70, qui s'appelait le mouvement support-surface, qui remettait en cause la question du support de l'œuvre, etc. Voulez-vous qu'on vous prête de la documentation sur support-surface ou pas? Évidemment, il ne s'agit pas de dire attention, pour la prochaine fois, vous me faites une petite notice sur support-surface, c'est évidemment pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre médiation, elle se fait par le fait que nous, on organise toutes les ressources. Il faut qu'on soit prêt tout le temps pour pouvoir répondre à des cheminements, des parcours individuels. Et donc, observer ce que chacun fait. Moi, je dis souvent qu'on a un fonds d'œuvres qui compte 2600 œuvres, et qu'à l'intérieur de ce fonds, il y a autant de collections potentielles que celles que les emprunteurs vont bien vouloir dessiner à l'intérieur de ce fonds. Voilà. Donc vous avez vu passer des images. Je voudrais juste, parce que je ne sais pas du tout où on en est au point de vue temps, vous raconter de quelle façon on essaye d'activer cette question du prêt d'œuvre, et
de la rendre lisible à l'intérieur de ce centre d'art. Et donc je vais vous raconter par exemple une expérience qui s'appelait Pénélope fait les magasins et Pénélope attend Ulysse. Donc dans le centre d'art, on avait présenté une exposition qui s'appelait Pénélope attend Ulysse et qui regroupait la collection du CNAI, qui est un centre d'art dédié à l'édition, à l'art publié. Et ça, c'était dans le centre d'art. Et à l'extérieur, dans la ville, on avait proposé aux commerçants du centre-ville de Caen d'accueillir une œuvre du fonds de l'Artothèque pendant tout l'été dans leur magasin. Et ça s'appelait Pénélope fait les magasins. Et c'est vrai que moi, quand j'avais proposé ça, parce qu'on cherche toujours ces façons de toucher un public toujours plus large, qui ne serait pas forcément venu de lui-même, et de faire advenir les œuvres dans des lieux où elles n'adviennent pas habituellement, je m'étais dit, bon voilà, on y va, mais je pensais avoir peut-être 3-4 commerçants un peu aficionados qui auraient voulu des œuvres, et on a été complètement débordé par la demande. Et l'anecdote que je veux vous raconter, qui est assez probante quand je vous disais, on offre aux œuvres la possibilité d'œuvrer, vous allez voir de quelle façon je vais l'illustrer là. Une personne qui avait un magasin de vêtements tout près de l'Artothèque vient nous voir et nous dit, moi je voudrais bien participer. Très bien, voulez-vous choisir les œuvres vous-même ou voulez-vous qu'on les choisisse? Non, je vais choisir parce que je sais exactement ce que je veux. Je voudrais une œuvre très colorée, abstraite, assez grande, etc. Bon, donc on comprend qu'elle a l'intention de la mettre dans la vitrine et puis qu'elle veut que ce soit quelque chose qui soit une sorte de signal un petit peu fort. Alors elle va, vous avez peut-être vu les grilles de la réserve, elle tire les grilles, elle passe un bon moment avec les œuvres et puis elle revient vers nous avec une œuvre de Topor, sombrissime, en noir et blanc, pas très grande, et avec un personnage dont le crâne est ouvert, vous connaissez peut-être un peu Topor, et puis à l'intérieur de son crâne on peut voir une espèce de rêve délirant. Bon. Et on lui dit très bien, donc voilà, c'est l'œuvre que vous voulez mettre dans votre magasin. Oui, tout à fait. Donc finalement, c'est assez éloigné de ce que vous décriviez au départ. Oui, mais c'est ça que je veux. On lui parle de Topor, voilà. Et on l'accompagne dans son magasin. Et là, on lui dit, donc, où pensez-vous installer l'œuvre? Et elle prend 5 minutes pour réfléchir. Et elle nous dit, finalement... j'avais pensé la mettre dans la vitrine. Enfin, on lui aurait dit non de toute façon, mais bon, parce que dans la vitrine, on s'est exposé à la lumière de façon trop forte. Mais elle nous dit, mais finalement, j'ai changé d'avis et je vais la mettre dans la cabine d'essayage, parce que la cabine d'essayage, c'est l'instant où on est seul avec soi. Voilà. Et donc là, on a une personne qui ne fréquente pas l'art d'habitude, qui répond à une proposition qu'elle juge, elle, comme plutôt un élément de communication, on va dire, qu'elle envisage comme ça. Et puis, on était passé par l'association des commerçants du centre-ville, donc elle est active dans l'association des commerçants. Donc, vous voyez, sa décision se prend sur des éléments qui sont assez extérieurs, en fait, à l'art. Et confrontée à la collection, sa sensibilité l'amène vers une œuvre dont elle nous montre par la suite qu'elle comprend parfaitement la teneur, puisque le lieu où elle décide de l'implanter est un lieu effectivement où on est seul avec soi, comme elle l'exprime très très bien. Donc c'était avec ça, je voulais illustrer cette façon que les artothèques ont de pratiquer la médiation par simplement le système qu'elles mettent en œuvre, par la possibilité d'emprunter des œuvres. Je vais vous raconter une autre façon de faire vivre les œuvres. Chaque année, au moment des nouvelles acquisitions, donc on présente nos nouvelles acquisitions au public sous la forme d'une exposition au sein de laquelle les emprunteurs vont pouvoir interagir ou en tout cas rendre lisible leur geste de l'emprunteur. Donc, une année, on a fait une exposition qui s'appelait « Servez-vous ». Bon, c'est toujours un peu
quelque chose, voilà, en échange, à vous de jouer, voilà. Bon, là, c'était servez-vous. Mais je vous la raconte parce qu'on essaye toujours de donner naissance à une nouvelle œuvre aussi, de travailler avec un artiste et de transformer ce geste de l'emprunteur en une œuvre, quand c'est possible. Donc là, on installe toutes les œuvres et on donne la possibilité donc au public de repartir avec une œuvre. Donc au fur et à mesure, évidemment, l'exposition se vide de ces œuvres. Donc pour ne pas laisser le vide, mais pour rendre apparent au contraire cette question de la dispersion des œuvres et de leur activation ailleurs, on décide de confier à Christophe Cusin, qui est un artiste qui travaille sur l'architecture et sur la couleur. Par l'immixtion de la couleur dans l'architecture, il donne à lire différemment l'architecture. On lui propose de travailler avec nous sur cette exposition. Et voilà ce qu'il propose. Il propose d'établir un code couleur, et à la disparition de chacune des œuvres, il nous dit vous ferez le fantôme de l'œuvre avec telle et telle et telle couleur. Bon. Donc au fur et à mesure que l'œuvre se vide, l'exposition se vide de ses œuvres, elle se crée une nouvelle œuvre qui est celle de Christophe Cusin, et on décide de photographier chaque emprunteur qui est parti avec une œuvre et de mettre sa photo dans ce fantôme coloré. Et on invite également la personne à installer une petite aiguille à tête, une petite boule, sur une carte, de façon à permettre, qui indique là où est l'œuvre, de façon à permettre de visualiser la dispersion des œuvres sur le territoire, et le fait que pendant qu'on ne voit pas les œuvres à l'Artothèque, elles sont bien quelque part et activées par l'ensemble des personnes qui sont photographiées. Donc très très vite, on a eu cette œuvre de Christophe Cusin avec tous ces visages d'emprunteurs qui étaient partis avec les œuvres, et l'exposition s'est terminée par un grand repas dans la salle d'exposition qui réunissait chacun des emprunteurs, donc photographiés, et l'ensemble des artistes dont les œuvres avaient été présentées dans l'exposition. Donc voilà le type d'activation de ce système de prêt qui peut être mis en œuvre. On a aussi en permanence un espace qu'on appelle le mur des emprunteurs. Et sur ce mur, on a le mur des artistes aussi, où là se trouve la liste des un peu plus de 800 noms d'artistes qui sont présents dans la collection. Et sur le mur des emprunteurs, on propose aux emprunteurs chaque mois de faire un accrochage avec les œuvres, leur coup de cœur en quelque sorte, soit les œuvres qu'ils ont empruntées ces derniers mois, soit les œuvres qui leur sont vraiment restées en mémoire, et d'écrire un petit texte ou de faire un entretien avec nous. Là encore, c'est une façon de rendre lisible dans le lieu même l'activation des œuvres, parce qu'il y a quelque chose d'assez déroutant avec une artothèque, c'est que finalement on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, qui est l'espace public avec ce qui s'y passe, et on ne voit rien de ce qui est essentiel, c'est-à-dire tout ce qui se passe lorsque les œuvres ne sont pas à l'Artothèque. Et vous l'avez vu, en majorité, elles ne sont pas à l'Artothèque, et c'est leur vocation que de ne pas y être. Et que se passe-t-il pendant que ces œuvres ne sont pas à l'Artothèque? Elles vivent leur vie d'œuvre. Cela a été dit tout à l'heure par monsieur... Par vous, par monsieur Alix, je ne sais plus, que cette question et même dans le rapport d'Éric Orsena sur les bibliothèques, cette question patrimoniale versus la transmission, elle se pose régulièrement, effectivement. Donc dans les artothèques, on a décidé le plus souvent de permettre aux œuvres de vivre leur vie d'œuvre, surtout aux œuvres multiples. Moi, j'avoue qu'on est aussi quand même un petit peu plus... on regarde un peu différemment les choses quand il s'agit d'œuvres uniques. Mais voilà, pour les œuvres qui sont des œuvres multiples et dont, en principe, un exemplaire est conservé à la BNF, on fait le choix, effectivement, de faire primer la vocation
de transmission de cette collection, qui est sa vocation première, plutôt que sa vocation patrimoniale. Bien sûr qu'on constitue un patrimoine, hein. En 30 ans, 2600 œuvres, on a constitué un patrimoine. Mais ce qui est important, c'est sa valeur de transmission. Et c'est ce qu'on essaye de donner à lire à travers, dans le lieu public, à travers tous ces différentes façons de rendre lisibles les enjeux, ce rapport intime à l'œuvre qui est vraiment le principal enjeu. Et pour conclure, parce que je pense que peut-être, voilà, on y est, ce que je souhaiterais, effectivement, moi je me réjouis de toute cette attention nouvellement portée aux artothèques qui ont été créées il y a bien longtemps maintenant, puisque c'était au début du siècle dernier à Berlin, et puis introduite en France dans les années 60 et vraiment institutionnalisée effectivement au début des années 80, et puis un petit peu laissée de côté, laissée un peu en jachère, on va dire, de la part en tout cas du ministère de la Culture. Donc il y a de nouveau un intérêt, et je pense que ce qui serait très très important aujourd'hui, maintenant qu'on a un recul d'un peu plus de 30 ans, ce serait de travailler sur une étude approfondie sur ce que fabrique cette possibilité d'emprunter des œuvres. Qu'est-ce que cela induit ? De quelle nature est cette relation que les individus entretiennent avec les œuvres d'art? Et donc je pense que, c'est en tout cas au sein de l'ADRA, on va essayer de travailler sur ce projet-là, c'est-à-dire confier à un laboratoire de recherche l'analyse de ce qui se passe dans une artothèque, mais à travers différentes focales, que ce soit la sociologie, l'histoire de l'art, la philosophie, la psychologie. Voilà, l'idée c'est vraiment d'étudier ce qui se passe dans une artothèque. On est un laboratoire d'observation inouï en fait, hein. On a un public qu'on voit très très régulièrement, qui est là tous les 2 mois, avec lequel on passe du temps, on sait qui sont ces personnes, ce qu'elles font, etc. Et donc il y a vraiment une possibilité de mener des entretiens avec ces personnes, à condition de savoir exactement vers quoi on veut aller, qu'est-ce que l'on recherche. Mais moi, je pense que c'est le bon moment également pour ajouter à l'étude qui a été faite par Annie Chèvrefils-Desbioles ou par ce rapport sur les artothèques d'Éric Orsena. Je pense qu'on a maintenant suffisamment d'artothèques en France pour avoir un échantillon qui soit scientifiquement probant, et un recul d'une 30aine d'années qui nous permet d'aller plus avant dans ce travail aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous demande de garder de côté vos questions. On enchaîne du coup. Donc Jocelyne Deschaux, vous êtes directrice du réseau des médiathèques de l'Albigeois, et vous allez nous parler du dispositif de la FIL, Foire internationale au livre d'exception, qui a atteint ses limites, je crois. Donc vous allez nous expliquer comment, pourquoi et quels enseignements vous en tirez en ce qui concerne la médiation d'objets culturels. À vous. Merci, bonjour à tous et merci de cette invitation à ces journées, Henri-Jean Martin. Oui, moi c'est un petit peu délicat parce que je vais vous parler d'une expérience qui a été conçue par des collègues qui sont partis entre-temps. J'ai pris la suite après et j'ai dû prendre la décision d'arrêter cette expérience, donc c'est jamais très facile. D'autre part, peut-être y a-t-il des choses que nous n'avons pas comprises, dont nous n'avons pas analysées comme nous aurions dû, je ne sais pas. Donc je demande bien évidemment de bien vouloir nous pardonner s'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises. Voilà, donc la foire internationale au livre d'exception, c'est un événement qui a démarré à Albi à partir de 2003. Et qui était une foire d'abord au livre d'artistes. Une foire, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer ça par le menu dans 5 minutes, les artistes s'inscrivaient, proposaient une œuvre,
Et cette œuvre était donc proposée au public de la médiathèque Pierre Amalric à Albi. Donc ceci à partir de 2003. À partir de 2008 environ, se sont greffés deux autres éléments, un prix de la reliure d'art amateur et un prix de la reliure d'art professionnel, le prix Jalby et le prix Rochegude. La foire internationale aux livres d'exception pour la partie livres d'artistes était orientée dans le sens où le public vote pour 3 œuvres, le folio de bronze, le folio d'argent et le folio d'or, et que la bibliothèque est tenue d'acheter tout ou partie de ces 3 œuvres en fonction du prix de chacune et du budget alloué annuellement pour ces acquisitions. Alors donc je reprends à partir du début très rapidement, bien évidemment. Donc les artistes sont prévenus à partir grosso modo du mois d'octobre. La foire a lieu en général en avril-mai. Ils s'inscrivaient 10 €. Ils envoient une œuvre à partir de décembre-janvier. Les œuvres présentées, le parti pris était que les œuvres étaient présentées dans des vitrines, dans les espaces publics de la médiathèque, c'est-à-dire principalement en espace adulte, sans aucune scénographie, pour aller à la rencontre que les œuvres aillent à la rencontre du public et que le public aille à la rencontre des œuvres sans le savoir entre guillemets, c'est-à-dire sans qu'ils en aient l'intention. Il fallait pas se rendre dans une salle d'exposition pour voir les œuvres, puisque les œuvres étaient placées sur leur cheminement naturel. Il y avait des vitrines qui étaient placées derrière les romans, d'autres derrière les DVD, etc. Donc c'était sur le parcours du public. Aucune médiation n'était prévue, je vais y revenir bien évidemment, et autre particularité, les œuvres étaient présentées de manière tout à fait anonyme. Il y a juste quelque chose, j'ai pas tout à fait compris, mais il y a juste la nationalité de l'artiste qui était indiquée par un petit drapeau. Donc ensuite, le public devait voter. Donc il y avait une urne qui était disposée à l'accueil de la médiathèque pour déposer le bulletin, et j'ai pas réussi à trouver à partir de quand, mais un vote par correspondance également était possible, ou bien par courrier et ensuite par internet. Voilà. Et puis donc la médiathèque, je vous le disais, devait acheter en fonction de l'œuvre de chaque en fonction de chaque œuvre retenue par le public, 1, 2 ou 3 de ces œuvres-là. Donc moi, je suis arrivée à la direction du réseau des médiathèques de l'Albigeois en février 2013. J'ai donc pris en cours la file, la 10e du nom, qui avait lieu en avril 2013. Les préparatifs, bien sûr, étaient déjà bien en place. Par le hasard des circonstances, la personne qui mettait en place, qui organisait l'ensemble de la file au sein de la médiathèque, c'était une personne. C'était une personne qui n'avait jamais organisé cette file les années précédentes, parce que à chaque fois c'était quelqu'un dont il se trouve qui est parti à la retraite entre-temps, et qu'elle n'avait donc cette personne en 2013 n'avait pas du tout ni été briefé sur l'organisation, ni n'avait pas de compétences particulières en art contemporain, ce qui s'est quand même révélé relativement difficile pour elle. Et elle n'avait pas non plus aucune antériorité, si je puis dire, dans la question du livre d'artiste. Donc là aussi, pour les questions de médiation, c'était pas évident. Autre chose qui me paraît importante, c'est pour ça que je vous le signale, donc c'était une personne, pas une équipe, une personne. Et du coup, moi, je m'interroge après sur la stabilité, si je puis dire, d'une opération qui est portée par une seule personne au sein d'une médiathèque. Voilà. Donc ensuite, petit à petit, je vous le disais, à partir de 2008, s'est greffé un prix de reliure, enfin 2 prix de reliure, un prix de reliure d'art amateur
et un prix de reliure d'art professionnel. Le prix de la reliure d'art, enfin les œuvres qui concouraient au prix de la reliure d'art amateur étaient présentées également dans des vitrines, mais dans la médiathèque de Camtepo, qui est l'une des médiathèques de la ville d'Albi, maintenant du réseau de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Camtepo, c'est l'un des 6 quartiers les plus pauvres de France. Donc dans un quartier bien sûr aujourd'hui politique de la ville, voilà, c'est pas tout à fait anodin non plus. Et là de la même façon, œuvres dans la vitrine. Alors c'est pas des œuvres, pardon. Le prix de la reliure d'art, c'était conçu sur projet, c'est-à-dire que l'année d'avant, l'ancien directeur choisissait 2 œuvres dans les documents de la médiathèque, en général des œuvres patrimoniales, pour lesquelles il allait demander un projet de reliure, donc à des relieurs amateurs d'un côté et à des relieurs professionnels de l'autre. Et c'est ces projets qui étaient présentés donc dans des vitrines dans le cadre de la file. Et de la même façon, le public votait pour une œuvre de reliure. Dernière chose, l'année N+1, l'artiste dont l'œuvre avait été primée en numéro 1, le Folio d'Or, se voyait remettre une carte blanche pour organiser une exposition de son œuvre, avec un grand E, donc l'année d'après, à la médiathèque d'Albi. Voilà. Alors moi, quand je suis arrivée donc en 2013, le système accusait un gros coup de déficit, visiblement d'information. Seules 26 personnes s'étaient inscrites pour concourir au livre d'artiste, 5 pour le prix de reliure d'art amateur et 2 pour le prix de reliure d'art professionnel. Donc ça c'est une chose. Autre chose, donc on a calculé à peu près, donc le temps de la file c'était mi-avril, fin mai, donc 1 mois et demi à peu près. On a calculé que selon les passages dans les espaces publics, il y avait à peu près entre 21 000 et 23 000 personnes qui étaient passées dans ces espaces publics dont je vous parle. Il y a eu au total 71 votants qui ont remis un bulletin dans l'urne, 71 votants pour le prix du livre d'artiste, 58 pour le prix de reliure amateur. Et à côté de ça, oui, pardon, je ne vous ai pas dit, le prix de reliure professionnel était choisi par des professionnels des bibliothèques. Donc, un circuit complètement à part, j'en parle pas trop ici, puisque nous sommes pour les rapports avec le public. Et donc au niveau des votants à distance, on avait 118 personnes pour le prix du livre d'artiste et 31 pour le prix de la reliure amateur. Voilà. Quand je suis arrivée également, les procédures de vote me paraissaient assez étonnantes. N'importe qui pouvait déposer un bulletin et déposer autant de bulletins qu'il voulait. Donc, quand je suis arrivée, j'ai institué un registre d'émargement pour être sûr que quelqu'un ne votait pas 40 fois. J'ai institué également le système de la double enveloppe de la même façon, pour les votes à distance par courrier, de façon à ce qu'il n'y ait pas une personne qui vote 10 000 fois pour la même œuvre. Et au niveau du vote Internet, évidemment, ça c'est beaucoup plus compliqué. On s'est aperçu effectivement que 25% des votes Internet provenaient de la commune de l'artiste lauréat. Voilà, donc tout ça m'embêtait un petit peu, si vous voulez. L'idée au départ de faire voter le public, c'est a priori comme ça une super bonne idée. Après, il faut quand même, je pense, arriver à baliser un minimum. Voilà, autre chose également, au cours de ces 10 années d'existence de la file, le même artiste est arrivé Folio d'Or 3 fois. Pas forcément de suite, mais 3 fois au cours de ces 10 ans. Ce qui n'est pas idiot.
on fait choisir le public qui choisit uniquement par, je vais y revenir, par j'aime, j'aime pas, puisqu'il n'a absolument rien d'autre à sa disposition. C'est pas étonnant que le même artiste qui produit, c'était pas la même œuvre, hein. C'était des œuvres différentes, mais du même artiste. On peut comprendre tout à fait que le même artiste soit sélectionné 3 fois de suite. Donc du coup, la médiathèque avait été obligée d'acheter 3 œuvres différentes du même artiste, ce qui n'est pas forcément en soi trop étonnant, trop étonnant ou trop inquiétant. La seule chose, c'est que normalement, les critères d'acquisition d'une collection de livres d'artistes, ça marche pas. Je prends un artiste, enfin ça dépend, ça peut, mais c'est pas normalement que ça. Je prends un artiste et je décline sur un nombre infini d'œuvres. Voilà. Alors, donc, quand nous sommes arrivés, je dis nous parce qu'on était 2 collègues nouvellement arrivés qui nous sommes interrogés sur cette file. Donc, d'une part, des livres d'artistes dans des vitrines. C'est peut-être pas très facile de faire autrement, mais l'artiste envoyait leur œuvre. Enfin, l'artiste envoyait son œuvre, pardon. Le bibliothécaire choisissait les pages où l'œuvre allait être exposée. C'était pas l'artiste qui nous disait je voudrais que mon livre soit exposé à telle ou telle page. C'était le bibliothécaire. Aucune possibilité forcément de feuilleter pour le public. Donc, juste voir 2 pages. Un livre d'artiste, c'est par définition une œuvre graphique, une œuvre textuelle. Il y a aussi éventuellement la complicité, je dirais, de l'éditeur. Est-ce qu'on peut comprendre ça à partir de 2 pages exposées, qui plus est 2 pages exposées à travers une vitrine? Donc, la question du lieu d'exposition dans les espaces publics, donc là où sont les gens, au départ, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment la bonne idée. Voilà ce qu'il faut faire, plutôt qu'obliger les gens à se rendre dans un lieu d'exposition. Ils vont le faire, ils vont pas le faire, ils vont le faire, voilà. Et bien finalement, là, en tout cas, dans la façon dont c'était présenté, les gens passent à côté des vitrines sans les regarder. C'est clair, net et précis. En plus, ce sont des vitrines, excusez-moi, un petit peu vieillottes, qui ne donnent pas très envie. Il n'y a aucun panneau, il n'y a absolument rien pour attirer l'œil. Et en plus, le livre d'artiste, vous êtes d'accord, c'est pas tout à fait facile d'y accéder. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand on peut passer comme ça à côté, et puis voilà. Donc, je trouve que le rapport entre le nombre de passages et le nombre de votants, finalement, est assez éloquent. Et la question de la scénographie c'est fait pour attirer l'œil, c'est fait aussi pour aider, me semble-t-il, le public, pour l'accompagner dans la présentation. Là, rien du tout. Et même tellement rien, et ça c'est le dernier point par rapport à ça qui m'interrogeait, c'était la présentation des œuvres de façon tout à fait anonyme. Donc, vous avez parlé, je crois que c'était vous tout à l'heure, de la relation qui est permise à un public uniquement, une relation sensible, et également une relation intellectualisée pour ceux qui le souhaitent. Là, il n'y avait absolument pas possibilité de relation intellectualisée, uniquement donc une relation, la relation proposée est uniquement une relation sensible, en gros j'aime, j'aime pas, enfin sur 2 pages encore une fois. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art sans artiste finalement ? Sans du tout de proposition voilà, ni de nom d'auteur, d'artiste, d'artiste graphique, d'éditeur, pas de titre non plus, parce que l'air de rien, finalement, si on donne un titre à une œuvre, c'est que ça doit servir à quelque chose. Si on présente une œuvre sans titre, sans auteur, enfin voilà, ça pose question.
Également des choses qui peuvent aider le public, ça peut être une allusion sur la technique, sur par exemple la genèse de l'œuvre. Je sais que moi j'étais responsable à Toulouse pendant 22 ans du fonds de livres d'artistes, et la question de la genèse de l'œuvre, de la difficulté de la réalisation de l'œuvre, des rapports entre l'artiste, l'auteur, l'éditeur, ça compose aussi l'œuvre elle-même, ça fait partie de l'œuvre. Et présenter l'œuvre sans qu'il y ait ces éléments-là d'accès, de compréhension, voilà, ça me semblait un petit peu compliqué. On permet une rencontre avec l'œuvre, on ne la permet pas avec l'artiste, puisque l'artiste n'existe pas dans ce dispositif-là. Ça nous interrogeait. Après, donc cette expérience sans la moindre médiation, sans la moindre également, alors ça c'est peut-être un réflexe de bibliothécaire, sans le moindre accès au reste de la collection, puisqu'on demandait au public de choisir une œuvre qui allait rentrer dans la collection sans qu'on sache de quoi était composée cette collection. Pour ceux qui acquièrent des livres d'artistes dans cette salle, je pense que la question de qu'est-ce que j'ai dans mes réserves va intervenir pour savoir est-ce que je choisis telle ou telle œuvre dans un panel de propositions de livres d'artistes qui s'offrent à moi une année lambda. Donc là, forcément, il n'y avait pas du tout de connaissance de la part du public de la collection, à telle enseigne que la collection de livres d'artistes d'Albi, qui est très franchement de très grande qualité, n'est du coup pas du tout connue du public. Enfin, n'était pas du tout connue du public, puisqu'on présentait la foire. Vous avez compris, la foire, c'est des artistes qui s'inscrivent. Il n'y a pas de rapport entre la foire et la collection de livres d'artistes de la médiathèque, sauf cette ou ces deux œuvres qui vont rentrer de la foire dans la collection. Donc là, moi aussi, ça m'interrogeait. Il n'y avait pas de présentation non plus des œuvres précédemment achetées, les années précédentes, d'où du coup cette particularité que trois œuvres différentes du même artiste ont été achetées à quelques années d'intervalle. Pas de conférences, pas de support bibliographique mis à disposition, pas de mise en contexte. Voilà, cette file, elle était vraiment proposée, j'allais dire, brute de décoffrage au public. Voilà. Je pense qu'on aurait aussi pu imaginer toute une série de mises en contexte, justement, des conférences, des interventions d'artistes qui venaient expliquer peut-être leur œuvre, des discussions, des débats avec le public. Voilà, il y avait rien de tout ça. Alors, pour la question de la reliure d'art, ça c'est encore un peu plus particulier, si je puis dire. Donc, les œuvres proposées au prix de la reliure d'art étaient donc encore une fois mises dans des vitrines, les projets à la médiathèque de Camtepo, au sein d'une équipe qui est une lecture que je qualifie de lecture publique, une équipe de lecture publique qui n'avait pas du tout été briefée de quoi que ce soit par rapport à la question de la reliure contemporaine, de la reliure d'art, et Dieu sait que c'est pas très simple, la reliure d'art non plus. Donc pas de possibilité de répondre au public, parce que parfois il y avait et ça c'était valable à Amalric également, du public il y avait quand même des gens qui regardaient les vitrines, heureusement, et des gens qui venaient poser des questions au personnel présent. Aucune possibilité de le renseigner, sinon à dire c'est Madame Machin qui s'est occupée, je peux vous dire quand est-ce qu'elle sera en service public, mais bon voilà. Et alors à Camtepo, encore plus compliqué, puisque là la personne n'était pas du tout sur place. Voilà. Oui. Voilà.
Donc, en 2013, donc, nous avons fait cette file, et en 2014, en cours de l'année 2013, nous avons décidé d'arrêter cette formule-là, parce que, bon, un petit peu pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, ça nous interrogeait. Il y avait également un gros déficit d'information, puisqu'en fait, le mail annonçant la foire internationale aux livres d'exception était envoyé finalement, quand on étudiait le listing, aux artistes qui avaient précédemment, qui s'étaient inscrits au fil des années précédentes. Donc voilà, moi quand je suis arrivée avec mon carnet d'adresses autour du livre d'artistes, il y avait 50% de mon carnet d'adresses qui n'avait jamais été contacté par la file pour dire voilà, il y a la file qui existe. Donc voilà, il y avait quand même un gros déficit. Voilà. Donc on a arrêté parce que on aurait pu améliorer, on aurait pu mettre les compléments, mais on s'est dit, est-ce que finalement une opération qui a duré pendant 10 ans, parce que je ne disconviens pas du tout que pendant 10 ans, elle a probablement bien marché. Mais là, au bout de 10 ans, il nous semblait que il y avait trop d'éléments importants qui ne marchaient pas pour essayer de rectifier le tir. On s'est dit, c'est plus simple peut-être d'arrêter tout. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme proposition autour du livre d'artistes? J'ai envie de dire un peu comme tout le monde. On place des livres d'artistes dans des expos thématiques. On a fait une expo sur la couleur noire, on a fait une expo sur le paysage, on a fait une expo sur les lettrines. On prend dans nos collections de livres d'artistes ce qui peut correspondre à la thématique. On fait des petites conférences sur les œuvres elles-mêmes qu'on a appelées trésors publics, où il y a aussi des livres d'artistes qui sont présentés. On participe au week-end des métiers d'art chaque année. On va faire d'octobre à décembre une exposition Man Ray avec des originaux. Voilà, donc l'idée, c'est bien sûr de faire connaître la collection de la médiathèque en matière de livres d'artistes, de faire connaître l'existence au grand public du livre d'artistes qui est loin d'être très connu, de ses spécificités, de faire connaître ses spécificités, de susciter un rapport particulier entre le livre d'artistes et le public, donc par le livre et par les artistes également, et donc avec de la médiation également. Et pour terminer totalement, ce qu'on a lancé également comme projet par rapport à l'art contemporain et aux collections patrimoniales que nous conservons. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que nous avons à Albi la Mappamundi d'Albi, qui est l'une des deux plus anciennes cartes du monde, qui remonte au 8e siècle, et nous l'avons proposée à des artistes contemporains pour ce qu'ils veulent. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a deux artistes. D'une part, Vincent Mécène, qui travaille en Belgique, qui travaille beaucoup sur l'articulation entre le réexamen de notre passé et l'aujourd'hui. Voilà, donc il est venu, il a vu la Mappamundi sur notre site internet, il est venu la voir, il a filmé. L'objectif, c'était de concevoir un dispositif qui s'appelle Ultramarine, qui sera présenté au printemps de septembre de Toulouse. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui lui a énormément parlé. C'est ça qui est incroyable avec cette Mappamundi, c'est qu'elle parle finalement à tout le monde. Et c'est assez étonnant. La deuxième expérience qui là est tout juste en train de démarrer, c'est avec Jean-Paul Albinet, qui est donc un artiste contemporain installé à Albi, mais qui a des origines, installé à Paris, pardon, mais qui a des origines albigeoises, et qui lui aussi a ressenti tout à fait une émotion, c'est lui qui le dit, hors du commun, avec ce contact, lors du contact de la présentation avec la Mappamundi. Donc pour le moment, il est en train de laisser les choses se faire dans sa tête, si je puis dire. Mais voilà, il m'a parlé d'une émotion vraiment particulière, et voilà, l'idée c'était de proposer un objet patrimonial à des artistes contemporains qui lui font un écho. Et j'ai envie de dire, on va bien voir ce que ça donne, puisque pour les deux œuvres, les deux artistes dont je viens de vous parler, on n'a pas eu encore les retours. Ce sont des choses qui sont en train de se faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour toute cette matière
riche d'éléments à penser et à réfléchir.